Bonjour à toutes et bonjour à tous. Septième et déjà dernière semaine de notre cours. Quand je dis dernière, c'est sous la forme de la vidéo, puisque vous l'avez appris, la huitième et réellement dernière semaine, c'est celle du 22 février, si je ne me trompe, et nous nous verrons en direct, alors, par écran interposé toujours, bien entendu, mais ce sera une vidéoconférence en direct où je me tiendrai à votre disposition pour répondre aux questions ou apporter des précisions par rapport à certaines matières ou certaines parties du cours qui le nécessiteraient chez tous ceux qui le souhaitent. Donc, la présence normalement à cette vidéo est obligatoire, bien entendu, mais c'est vous qui ferez le cours, j'ai envie de dire, plutôt que moi. C'est vous qui poserez les questions et nous aurons des débats ou des réactions ou des prises de position par rapport à certaines parties du cours qui nécessiteraient donc un peu plus d'explications. Mais en attendant, il nous reste encore une semaine de cours sous la forme habituelle des vidéos par correspondance. Et nous allons aujourd'hui aborder la dernière partie de notre cours, celle qui consiste à voir ce qui se passe après la décision. Je partage directement l'écran avec vous. Nous sommes donc dans la troisième et dernière phase du cours, celle qu'on appelle l'après. Après quoi? Après la décision. Première phase, c'est l'avant, préparation du dossier, les questions. Deuxième phase, le pendant, vraiment la gestion du dossier, son instruction concrètement. Et puis, cette deuxième phase va jusqu'à la prise de décision, c'est-à-dire après la constitution de l'acte administratif, ou du dernier acte administratif s'il y en a plusieurs. Et quand la décision finale est prise par l'autorité, il n'y a plus qu'à effectuer le suivi. Quand je dis plus qu'à, j'y mets évidemment des guillemets. Ça veut dire qu'il y a encore toute une série de choses à faire, une série d'opérations formelles qui sont super importantes et qui, si elles ne sont pas réalisées correctement ou pas du tout, peuvent entraîner le fait que votre dossier soit recalé ou pose problème. On va voir ça aujourd'hui. Donc, la vidéo va être, je pense, assez courte. La phase après est constituée de deux parties. Il y a d'abord le suivi, qui consiste à exécuter la décision, mais exécuter aussi une série de formalités qui ne sont pas nécessairement reprises de la décision, mais qui sont obligatoires de par la loi. Donc, il y a tout ce suivi qui consiste essentiellement à assurer la publicité de la décision ou des décisions qui ont été prises, à préparer le contrôle éventuel de cette décision, de ce dossier, et on verra quels sont les différents types de contrôle, et à se préparer également à d'éventuels recours de la part de personnes qui ne seraient pas d'accord avec la décision qui a été prise, et dans ce cas-là, votre dossier doit être constitué en conséquence aussi. C'est la raison pour laquelle nous allons voir quels sont les différents types de contrôles, quels sont les différents types de recours, sans rentrer dans les détails, puisque les détails, vous les aurez à l'occasion d'autres formations, d'autres cours avec mes collègues des sciences administratives. Et puis après que tout cela est fait, nous abordons vraiment la toute dernière étape, la septième, celle de la clôture du dossier, qui consiste à le classer, à organiser une gestion documentaire adéquate. Et puis au final, vraiment, quand là, tout est terminé, à l'archivage et même jusqu'à la destruction du dossier. Nous aborderons ça aujourd'hui de manière assez rapide. On commence par la publicité. La publicité, c'est un concept assez large et on va l'aborder selon deux axes. Il y a un premier axe qu'on va voir tout de suite qui consiste à assurer la publicité de la décision qui a été prise. Vous avez pris, enfin, votre autorité a pris une décision administrative, c'est très bien, mais le dossier n'est pas terminé. Vous devez faire savoir que cette décision a été prise. Vous devez le faire connaître la décision. Il y a deux moyens pour ça. On appelle ça la notification ou la publication. On va venir à cela tout de suite. Ça, c'est le premier axe. Notification, publication, donc la publicité des décisions qui ont été prises. Mais il y a un deuxième axe qui est plus large, qui est la publicité
ou active ou passive qui consiste à assurer la transparence de l'action de l'administration, de l'action administrative. On verra ça tout de suite après. Mais dans un premier temps, concentrons-nous sur les notions de notification et de publication. Les deux ont pour but de faire connaître la décision, les décisions qui ont été prises aux personnes concernées. Alors, la notification, elle concerne les actes individuels. Rappelez-vous, nous avons fait la distinction entre les différents types d'actes administratifs. Il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, l'acte individuel qui s'oppose à l'acte réglementaire. L'acte individuel est celui qui vise une personne déterminée ou un groupe de personnes déterminées et clairement identifiable. Alors que l'acte réglementaire est, lui, une décision qui vise une généralité de personnes, personnes qui sont par nature, puisqu'elles sont générales, pas identifiables. Ce sont donc des décisions qui concernent une partie de la population, une grande partie de la population, sans qu'on puisse vraiment clairement identifier les personnes concernées, parce que la population en question, elle varie. Je rappelle des exemples, pour qu'on soit bien clair là-dessus. Un acte individuel, c'est une décision qui vous touche directement en tant que personne, par exemple l'octroi d'une prime ou le refus d'une prime, l'octroi ou le refus d'un certain type de congé. Une décision qui vous concerne vous, personnellement, vous ou vos proches. Bon. L'acte réglementaire, lui, il va concerner une généralité de personnes, comme j'ai déjà dit. Exemple, le statut, le règlement de travail, il touche toutes les personnes qui travaillent dans la structure. Voilà, si demain de nouvelles personnes arrivent, elles seront aussi touchées par ce statut ou par ce règlement de travail. Si des personnes s'en vont, elles ne seront plus touchées par ce règlement de travail ou ce statut, mais ces règlements de travail et ce statut resteront d'application. Donc, je pense qu'on a bien fait la distinction dans les séquences précédentes. Là-dessus, il n'y a plus de problème. Et donc, pour faire savoir une décision qui concerne une personne en particulier, une série de personnes en particulier, le meilleur moyen, c'est encore de leur faire savoir par écrit. Donc, cet acte qui consiste à faire connaître cette décision au travers d'un courrier, simplement, ça s'appelle la notification. C'est un courrier qui accompagne la décision. Donc, en général, on va transmettre un extrait de la décision, une copie de la décision, un extrait du registre des délibérations, vous connaissez ça maintenant. On transmet donc la délibération, on ne la transmet pas comme ça bêtement dans une enveloppe, on fait un petit courrier correspondant. Et ce courrier consiste en une notification. C'est un courrier qu'en général, toujours ça dépend, mais on peut l'envoyer par recommandé si on veut être sûr que la personne l'a bien reçu. Mais ce qui est important également, c'est que ce courrier doit indiquer les voies de recours contre la décision. Parce qu'après tout, lorsqu'une décision a été prise et qu'elle est transmise à la personne intéressée, notifiée à la personne intéressée, la personne peut ne pas être d'accord avec. Elle a donc des recours possibles. Et vous, en tant que gestionnaire du dossier, représentant de l'autorité qui écrit, vous avez l'obligation d'expliquer à cette personne comment elle doit introduire le recours. Donc, la notification a pour but d'informer la personne sur ses droits. Et donc, à partir du moment où la décision est notifiée, la décision en question acquiert ce qu'on appelle une force obligatoire et devient opposable au tiers. Force obligatoire, c'est-à-dire que les effets juridiques de cette décision sont clairement d'application, tant que vous n'avez pas transmis la décision. Mais les effets juridiques de cette décision n'existent pas. Comment voulez-vous qu'une personne qui n'est pas au courant de la décision la concernant puisse suivre la décision que vous avez prise? C'est impossible. Si on ne vous dit pas que votre congé est octroyé ou refusé, vous savez pas quoi faire. Donc, la décision n'a pas de valeur en soi. Donc, la valeur juridique de la décision prend forme, existe à partir du moment où la notification a lieu. Donc, la notification a pour objectif aussi de faire en sorte que les effets juridiques de la décision qui a été prise soient pleinement d'application. 1. 2. La notification a pour objectif également de rendre la décision opposable au tiers. C'est-à-dire que, à partir du moment où la décision a un effet juridique et que cet effet juridique est clairement d'application,
cet effet juridique, il vaut pour la personne concernée, donc pour vous qui recevez la décision, mais il vaut pour tout le monde. Tout le monde peut être au courant de la décision. La décision existe clairement. Donc la décision qui vous est avantageuse, vous pouvez la produire devant le nez de quelqu'un d'autre. Elle a toute sa valeur. Donc elle est opposable au tiers dans le sens où elle peut être démontrée, elle peut être montrée. Les effets juridiques qu'elle produit ont un effet sur vous, mais ces effets juridiques sont reconnus par les autres personnes, par les tiers. Donc, deux. Et troisièmement, comme je l'ai indiqué, la notification a pour but d'informer la personne sur les voies de recours et sur les modalités de mise en œuvre de ce recours. Dans le syllabus, à la page 57, je cite un exemple de mention de voie de recours qui concerne le Conseil d'État. Par exemple, lorsque l'organe de recours, et on verra comment on choisit l'organe de recours un peu plus tard, mais quand l'organe de recours est le Conseil d'État, vous devez indiquer dans le courrier de notification que la personne a le droit d'introduire un recours au Conseil d'État. Et comment ça se fait, en l'espèce, que la personne doit introduire ce recours dans un délai de 60 jours, qu'elle doit le faire au travers, par le biais d'un avocat, et que ce recours peut se faire par écrit ou peut se faire par voie électronique. Et vous citez même l'adresse postale pour le recours écrit et l'adresse du courrier électronique. Donc, vous voyez, c'est assez, l'adresse du site, exactement, pas l'adresse du courrier électronique. Mais c'est quand même assez précis. Il ne s'agit pas simplement de noter une mention vague du type « si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire recours au Conseil d'État ». C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complet. Pas compliqué, beaucoup plus complet que cela. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas bien ou si vous ne le faites pas? Ben, ça a des conséquences importantes. Par exemple, dans certains cas, le délai de recours pour le Conseil d'État est augmenté. Le délai de recours pour introduire un recours est de 60 jours. Ben, si vous n'indiquez pas la voie de recours, ou pas correctement, ben, ce délai passe à 120 jours, 4 mois. Ouais, mais pendant ces 4 mois-là, votre décision vit quand même sous l'empire d'une insécurité juridique, donc c'est embêtant. Dans certains cas, même, si la voie de recours n'est pas clairement mentionnée, ça veut dire que l'acte reste attaquable éternellement. Et donc là, ça vous place dans une insécurité juridique encore plus grande. On pourrait très bien imaginer, cas exceptionnel et théorique, mais enfin, c'est pas impossible. On pourrait très bien imaginer qu'une décision qui a été prise il y a 25 ans et qui n'a pas fait l'objet d'une notification correcte en indiquant les voies de recours, fasse demain l'objet d'un recours. On ne pourra pas vous dire que c'est trop tard, parce que on ne sait pas finalement, la personne qui est concernée n'a pas été informée de ses droits en matière de recours. C'est d'ailleurs une exigence qui provient de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans l'esprit d'avoir un procès équitable. On n'est pas au stade du procès, mais en tout cas pour garantir les droits de chacun dans le cadre d'un litige. Ça, c'est pour la notification qui concerne donc les actes individuels. Pour les actes réglementaires, on a ce qu'on appelle la publication. Vous le voyez, vous l'avez sous les yeux dans le syllabus et dans le PowerPoint. C'est le même principe. Si ce n'est que l'acte réglementaire, puisqu'il s'adresse à un ensemble indéfini de personnes, il n'est pas possible de leur écrire, puisque vous ne savez pas qui c'est, par nature. Et donc, pour faire connaître la décision, parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est de faire connaître la décision, il n'y a pas d'autre moyen que de la publier, c'est-à-dire de l'afficher à certains endroits où les personnes sont censées venir voir de temps en temps et où on pourra dire en tout cas qu'on les a mises au courant. Alors, cette manière de faire connaître la décision, la plus large possible, au travers de l'affichage, est prescrite par la loi. Il y a 2 articles du CDLD qui, pour les communes, indiquent clairement ce qu'il faut faire. Je vous les fais apparaître ici. En matière de publication, l'article L1133.1 et L1133.2 nous disent comment il faut faire. Donc, le premier, L1133, nous dit les règlements et ordonnances du Conseil communal, donc les règlements, actes réglementaires, ordonnances, c'est un peu pareil. Les règlements du Conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier, donc c'est le bourgmestre qui est responsable d'effectuer la publication. C'est lui qui est responsable de la publicité. Sont publiés par ce dernier, par le bourgmestre, donc, par la voie d'une affiche, simple affiche. Mais qu'est-ce qu'on met sur cette affiche? Une affiche qui indique l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et
le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. Ça signifie, on va voir les contrôles plus tard, mais ça signifie qu'une fois que la décision est prise, si c'est un acte réglementaire, pour le faire savoir, il faudra d'abord attendre que le contrôle de tutelle ait eu lieu. Donc, dans la composition de votre planning, si la tutelle intervient, il faudra la placer à un moment où c'est avant, en tout cas, l'affichage qui est légalement prévu en termes de publication. Et cette affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. Autrement dit, c'est une simple affiche, mais avec des mentions très clairement indiquées dans cet article-là, donc on sait ce qu'il faut indiquer. Vous ne devez pas mettre tout le règlement, simplement l'objet, d'où l'intérêt d'avoir un objet suffisamment compréhensible et bien ficelé, comme on l'a dit précédemment. Et donc, le texte, il est disponible dans les services communaux, et vous devez indiquer qu'il est disponible dans les services communaux de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, bref, en indiquant les heures d'ouverture de la maison communale. Donc, il n'y a qu'à suivre la règle, j'ai envie de dire. Hein. Vous prenez simplement une affiche qui indique que le bourgmestre, puisque c'est lui qui est responsable, fait savoir que le document a été pris, le règlement a été pris à telle date, il concerne tel objet, il a fait l'objet d'une approbation de l'autorité de tutelle. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, vous n'indiquez pas. Le texte est disponible dans les services communaux qui sont ouverts de tel jour à tel jour et de telle heure à telle heure. Puis à côté de ça, il y a l'article L1133.2 qui nous précise que les règlements et ordonnances dont on vient de parler deviennent obligatoires, c'est-à-dire que leurs effets juridiques commencent à être valables quand le 5e jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage. Donc, une fois que vous avez publié le règlement, c'est pas à ce moment-là qu'il devient applicable. C'est le 5e jour qui suit celui où il a été affiché. Donc, ça fait 6 jours, quoi, en quelque sorte. Sauf s'ils en disposent autrement, comme le précise l'article, on peut très bien imaginer que le règlement a dit qu'il entre en vigueur à une date précise, qui ne respecte pas nécessairement les 5 jours, pour autant que ce ne soit pas, normalement, en tout cas, une date antérieure à la prise de décision, puisqu'il ne peut pas y avoir de rétroactivité de la loi. Donc, si vous prenez un acte réglementaire le 1er février, il ne peut pas entrer en application le 31 janvier. Le fait et la date de publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par un arrêté du gouvernement. Autrement dit, il faut publier dans les formes qu'on a dites, mais il faut également pouvoir prouver qu'on a publié. Et donc, pour ça, il y a un registre qui indique que, à telle date, un règlement dont l'objet est suivant a été publié et c'est validé, c'est signé par le bourgmestre et le directeur général. Et donc ce registre-là, c'est un registre un peu comme les registres du conseil communal ou du collège communal, c'est-à-dire que c'est des éléments qui suivent les uns après les autres et il est hors de question d'intercaler, si vous voulez, une publication qui n'aurait pas été faite à la date ou de faire un faux en indiquant une date antérieure. C'est une faute pénale. C'est-à-dire que vous pouvez aller à la prison, quoi. C'est un élément extrêmement important de publier et de tenir le registre parce que c'est une des voies fondamentales, une des voies privilégiées par ceux qui s'opposent à la décision. Exemple, le plus classique, le plus commun, c'est les personnes qui s'opposent à une taxe communale. Et le premier argument qui sera avancé par l'avocat, c'est de dire que la taxe n'a pas été publiée correctement. Il l'indique même si ça a été fait, mais par nature, il l'indique, et c'est à l'autorité de prouver que la taxe a été non seulement légalement acceptée par le conseil communal, qu'elle a été approuvée par la tutelle, qu'elle a été publiée correctement, et que cette publication a fait l'objet d'une mention dans le registre ad hoc. Et si une de ces étapes est incorrectement faite, votre dossier est fichu et la taxe est à l'eau. Donc, c'est vous montrer l'importance de cette partie du dossier, l'importance de cette procédure qui consiste à assurer la publicité au travers de la notification d'une part, au travers de la publication d'autre part. Et tant que la publication et la notification ne sont pas faites ou si elles ne sont pas faites correctement, les effets juridiques de votre décision n'existent pas. Autrement dit, tout ce que vous avez fait dans le dossier a servi à rien. D'où l'intérêt quand même d'attirer votre attention sur cet aspect des choses. Ça, c'est le premier axe de publicité formel, obligatoire et particulièrement important.
notification, publication. À côté de ça, vous avez un axe, un volet, une conception de la publicité un peu plus large, un peu plus générale, et qui se divise en publicité active et publicité passive. Et ça concerne, en fait, non pas la décision dans le cadre d'un dossier administratif, mais tout le dossier administratif, tout le travail administratif. On part de l'article 32 de la Constitution qui nous explique que chaque citoyen, chacun, a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans le cas et les conditions fixées par la loi, le décret ou l'ordonnance. Donc, il y a un article de la Constitution qui assure la transparence du travail de l'administration. L'article 32 de la Constitution nous dit que, en tant qu'agent administratif, nos documents, nos dossiers doivent être à la disposition des personnes qui le demandent, qui peuvent même demander une copie. Alors, c'est une obligation fixée dans la Constitution, c'est un principe. Après, les principes de la Constitution, vous connaissez le principe justement, les articles de la Constitution doivent être définis, précisés par une loi et même par un arrêté royal. Et c'est le cas ici. Il y a une série de législations qui ont précisé davantage ce qu'il fallait entendre par cette obligation prévue dans l'article 32. Et ces précisions ont été reprises dans les articles 32.11 à 32.31 du CDLD, pour ce qui concerne les provinces et les communes. Pour les intercommunales, c'est des articles 1561.1 à 1561.13, c'est indiqué dans le syllabus. Et c'est dans ce cadre-là qu'on distingue la publicité active de la publicité passive. Donc, premier élément, avant de venir à cette distinction, c'est que la publicité, elle touche l'ensemble de votre travail, de votre environnement, de vos documents. Alors, la publicité active est une démarche qui est d'initiative administrative, c'est-à-dire que l'administration, l'autorité elle-même, décide de faire une publicité d'une série d'informations. C'est donc une démarche qui va vers le citoyen. Exemple, même si cette démarche est obligatoire, la notification dont on vient de parler, c'est une démarche obligatoire, on l'a bien vu, mais c'est de la publicité active puisque c'est une démarche qui est d'initiative communale et qui va vers le citoyen. Ce n'est pas le citoyen qui demande lui-même la décision. Alors ça, l'administration est active. Autre exemple, les bulletins d'information communaux ou communales, c'est le bulletin d'information. Les bulletins d'information que les communes éditent sont aussi une forme de publicité active. Puisque donc là, c'est l'autorité qui elle-même décide d'informer les citoyens sur une série d'activités, de choses, peu importe. Et donc, l'initiative vient de l'autorité administrative ou de l'autorité politique. C'est la raison pour laquelle aussi dans les documents que vous envoyez à vos concitoyens, les courriers que vous envoyez, vous indiquez vos noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse mail, etc., pour que les personnes puissent vous joindre et obtenir de l'information. Donc, c'est aussi une forme de publicité, mais qui la rejoint à la publicité passive. Car, en effet, la publicité passive, ben là, c'est la publicité qui est réactive par rapport aux demandes des citoyens. C'est-à-dire que vous ne faites rien en tant qu'agent administratif, mais un jour, quelqu'un vous demande d'accéder à certains documents. Là, c'est donc la publicité passive, puisque l'origine, l'initiative revient à quelqu'un d'extérieur, en espèce, souvent des citoyens. Alors, publicité passive, là, c'est encore plus large. Là, ça veut dire que tous les documents que vous avez à votre disposition pourraient être mis à disposition, à vue, ou copiés, pour les citoyens qui le demandent. Est-ce que tous les documents qu'on produit sont touchés par cela? Non, et heureusement, quelque part. Il y a d'abord les documents qui ont un caractère personnel, qui concernent, par exemple, des situations privées, des situations financières. Quand je dis privé, c'est des situations d'état civil. Vous ne pouvez pas demander à l'administration un registre d'état civil ou un extrait du registre d'état civil pour savoir si votre voisin ou la personne sur laquelle vous avez des vues est mariée ou célibataire. Ça ne se fait pas. Je ne vous conseille pas d'ailleurs d'entamer la relation comme ça. Voilà, c'est-à-dire là, c'est des éléments privés qui ne concernent pas n'importe qui. Ça ne concerne que les personnes elles-mêmes. Les éléments médicaux, par exemple, pour autant que vous gériez ça, et je pense que certains d'entre vous travaillent dans les hôpitaux, bien entendu, n'importe qui ne peut pas venir demander le dossier médical ou le dossier de santé de quelqu'un. Mais
n'importe qui, y compris les compagnies d'assurance, par exemple, ce genre de choses. Donc, vous êtes dépositaire, vous, quelque part, d'une sorte de secret, en tout cas de confidentialité, à l'égard de certaines données qui ne concernent, ou plutôt qui ont un caractère personnel, et qui ne doivent pas être dévoilées, sauf à devoir démontrer un intérêt spécifique. Un exemple particulier à vous donner, mais il pourrait arriver que quelqu'un vous demande des données personnelles concernant une autre personne et que vous soyez obligé de les donner. Ça peut être le cas si le parquet vous demande des informations concernant une personne parce qu'il y a une enquête sur elle, bah, vous pouvez difficilement refuser. Donc, il y a ce premier élément d'attention qui est la justification d'un intérêt quand il y a des données personnelles qui sont en cause, données personnelles importantes. Et puis, il y a malgré tout la possibilité de rejeter certaines demandes qui ont des mauvaises caractéristiques, parfois des demandes trop vagues ou trop importantes. Exemple, quelqu'un qui arriverait dans votre commune et qui vous demande une copie de tous les registres des conseils communaux de la commune depuis 1836. C'est manifestement un peu excessif, c'est particulièrement vague, et surtout, vous imaginez le travail que ça représenterait. Bon, donc, dans ce cas-là, c'est un cas évidemment excessif, mais dans ce cas-là, l'autorité est en droit naturellement de refuser. Ce n'est pas parce qu'il y a des documents qui sont secrets, qui sont compromettants, mais c'est parce qu'il y a trop. Il ne faut pas commencer à engager quelqu'un pendant 3 ans pour faire des photocopies pour quelqu'un qui vous a demandé des informations. Donc, il y a le côté un peu vague. Il y a certaines demandes qui sont pas fondées non plus. On a tous dans nos communes un ou deux citoyens particulièrement mécontents sur des décisions et qui cherchent la petite bête et qui veulent avoir des informations sur tout et rien. J'en ai Paris, voilà. Et il y en a un qui me demande, il m'a déjà demandé plusieurs fois, par exemple, la liste des permis d'urbanisation valables dans la commune et les titulaires de ces permis, c'est-à-dire les personnes qui ont construit plusieurs maisons, pour le faire simplement. Alors, on ne peut pas donner ça. On ne peut pas donner ça parce qu'il y a des données personnelles. Cette personne n'a pas à savoir que telle autre personne a obtenu un permis d'urbanisation sur un tel bien. Ça ne le regarde pas parce que ça concerne l'autre personne en tant que telle qui ne souhaite pas nécessairement qu'on sache qu'elle a obtenu un permis. Enfin, ça ne concerne personne d'autre qu'elle. Il m'a aussi demandé, puisque je lui opposais cela par rapport à un article du CDLD, il m'a demandé de lui donner un exemplaire du CDLD. La commune n'est pas une librairie ou une bibliothèque de droit, donc ce n'est pas un document administratif, en plus, surtout. Bon, aucune raison. Par contre, il a le droit, bien entendu, d'obtenir copie des règlements, des certificats de publication tels que ceux qu'on vient de parler, d'un extrait du registre dans lequel on mentionne les publications, tout ça, bien entendu, accès également aux différentes pièces du dossier. Il y a la décision, évidemment, qu'on envoie, mais il y a tout le dossier que vous avez construit. Et ces différentes pièces du dossier sont évidemment accessibles à toute personne qui le demande. Mais à côté de ça, l'autorité a quand même malgré tout le droit de refuser certaines choses parce qu'elles sont trop vagues, parce qu'elles sont excessives ou parce qu'il y a une question de sécurité. Si vous travaillez à 8 et que quelqu'un vous demande les plans de la centrale nucléaire, vous pouvez comprendre qu'il y a peut-être un devoir de prudence qui justifie le fait que vous ne donniez pas nécessairement ce plan. Donc voilà, possibilité de refuser, mais pour autant que ce soit bien motivé, que ce soit pour de bonnes raisons, bien entendu, et pas parce que c'est l'emmerdeur du coin et que vous n'avez pas envie de satisfaire. Ça ne marche pas, bien sûr. Hein. Tout ça participe à l'effort de transparence, d'égalité de traitement des citoyens, notion qui vous renvoie vers le premier cours lorsque nous avons abordé ces différents points. Je vous signale également que pour contrôler tout cela, il existe une institution qui s'appelle la Commission d'accès aux documents administratifs, le CADA, qui jusqu'il y a peu avait juste un rôle de conseil, qui depuis a également acquis un rôle de recours, un rôle d'instance de recours pour les administrés qui s'estimeraient lésés dans leur droit d'accès à certains documents. Donc dans ce cas-là, si la CADA prononce un jugement, en tant que commune, vous avez l'obligation de le respecter, de vous y plier s'il vous est défavorable. Donc, voilà ce que je voulais vous dire concernant la publicité. Publicité, d'abord, obligatoire dans le cadre de la prise de connaissance de la décision et surtout les effets que ça engendre.
notification, publication, et également publicité sur le travail qu'on réalise, sur notre travail au quotidien, sur nos dossiers, puisque la publicité ne concerne pas que les décisions, elle concerne l'ensemble du dossier. Et donc, on a l'obligation de constituer le dossier physiquement, de manière à pouvoir répondre assez facilement à des demandes de ce type. Deuxième point que je veux aborder avec vous dans cette série après, dans cette phase après, c'est le contrôle et les recours. D'abord, le contrôle. Votre dossier, bien entendu, vous l'avez fait vous-même, il a été validé par l'autorité qui a même pris une décision, mais le contrôle n'est pas terminé. Il y a encore différents types de contrôle sur votre action, sur l'action administrative. Il y a deux types de contrôle essentiels, le contrôle politique et le contrôle administratif. Le premier, on va passer assez rapidement, le contrôle politique, c'est le droit, j'insiste sur ce mot, le droit qu'ont les mandataires politiques, les élus, de vous demander des comptes ou l'état d'avancement de tel ou tel dossier. Ce n'est pas toujours bien vu, j'en suis bien conscient, mais c'est le droit. Le conseiller communal, en particulier le conseiller communal d'opposition, a le droit de vous demander, pour vous, à l'administration, à l'autorité, mais ça reviendra chez vous en tant que gestionnaire du dossier, de vous demander où en est ce dossier et si vous avez traité le dossier de monsieur ou madame Tartampion correctement, et vous devez être en mesure de pouvoir le démontrer. Après, c'est une question de relation. Si vous avez un conseiller qui vient toutes les 10 minutes vous demander où vous en êtes, ça ne va pas, on est bien d'accord. Mais dans les droits et devoirs des conseillers, donc dans les droits des conseillers, il y a la possibilité de pouvoir voir où en sont les dossiers qui sont traités au sein de l'administration, donc dans votre service ou dans votre travail. Ce n'est pas quelque chose, quand on arrive là parfois, ce n'est pas toujours bon signe, mais ça reste un droit et comme tout droit, il doit être respecté. Ce n'est pas parce que c'est un élu, même d'opposition, qu'il doit avoir moins de droits, moins de considération de votre part qu'un citoyen qui demanderait l'information. À côté du contrôle politique stricto sensu, on a également des groupes de pression. Hein. Je mets groupe de pression, je mets derrière ce vocable, groupe de pression, un terme très général, ce n'est pas des lobbies, etc. Mais c'est un terme générique qui regroupe, par exemple, les syndicats ou la presse. Hein, donc, c'est pour dire le type de groupe de pression, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas des éléments extérieurs, je dirais, qui peuvent également vous demander des explications et qui peuvent interpeller également l'autorité politique sur l'état d'avancement de certains dossiers. Vous savez, dans les conseils communaux, les citoyens ont la possibilité d'interpeller le conseil communal, d'intervenir au sein d'un conseil communal pour poser des questions sur un tel sujet. Donc, c'est réglementé maintenant. De même, dans les intercommunales, puisque certains d'entre vous travaillent dans les intercommunales, il doit y avoir, je pense, au moins un conseil d'administration par an qui se déroule en présence du public. Et l'Assemblée générale doit aussi prévoir la possibilité pour le public d'assister et de poser des questions. Donc, voilà, on essaie de renforcer ce principe de transparence à l'égard du citoyen. Et donc, le citoyen, par ce biais-là, exerce un contrôle politique, en plus donc des politiques eux-mêmes et de différents groupements tels que les syndicats ou la presse ou les groupements de citoyens eux-mêmes. Bon, ça, c'est le contrôle politique. C'est pas on est un peu en marge, je dirais, du système administratif, mais à côté du contrôle politique, il y a justement le contrôle administratif de deux ordres, le contrôle hiérarchique et le contrôle de tutelle. Le contrôle hiérarchique, il s'entend de soi-même, c'est le contrôle de votre autorité. Vous ne travaillez pas seul, vous avez une hiérarchie au-dessus de vous, jusqu'au directeur général. Au-delà du directeur général, l'autorité politique, bien entendu, le rôle est de vérifier que votre travail est correctement réalisé. Et d'ailleurs, s'il y a une erreur, ils en endosseront, comme vous d'ailleurs, une partie de la responsabilité. Donc là, le contrôle hiérarchique, je ne dois pas vous expliquer ce que c'est, vous savez bien ce que c'est, vous y êtes confronté au quotidien. Et puis il y a le contrôle de tutelle. Là, la tutelle, on a déjà eu l'occasion d'en toucher un mot rapidement au tout début du cours, je pense. La tutelle vise les autorités décentralisées. Alors rappelez-vous, hein, au tout premier cours, on a évoqué les compétences décentralisées, décentralisation par service, décentralisation géographique, déconcentration. Voilà, ici, on est dans la décentralisation. Et donc,
dans ce cas-là, dans le cadre de la décentralisation, l'autorité locale, le pouvoir local, a une sorte d'autonomie, mais cette autonomie est balisée, elle est circonscrite par la tutelle de la région wallonne qui examine le respect de la loi et le respect de l'intérêt général. Et je vous renvoie à ce qu'on a dit également en matière de lien entre l'intérêt général et l'intérêt communal. Donc la tutelle va vérifier que la décision qui a été prise ne viole pas la loi et ne blesse pas l'intérêt général. Il y a 3 formes de tutelle qui sont reprises aux articles 31, 21 et suivants du CDLD. Je ne vais pas vous faire un cours sur la tutelle, vous aurez l'occasion de voir ça plus en détail dans votre cours de droit administratif ou bien de droit communal ou de droit des intercommunales. C'est en tout cas un élément extrêmement important. Mais avant toute chose, je vous signale que la tutelle elle intervient après la décision. Et rappelez-vous que la publicité, on l'a vu tout à l'heure, notamment quand il s'agit d'une publication, intervient après que la tutelle soit prononcée. Ce qu'on avait vu dans l'article 31, j'ai oublié l'article 31.11, qu'on doit publier les éléments, y compris le cas échéant, la décision de la tutelle. Donc, dans votre planning, vous devez bien inclure la tutelle avant la publication. Et donc, la tutelle a un certain délai pour se prononcer, bien évidemment, et donc vous devez tenir compte de ça. Il y a 3 formes de tutelle générale, tutelle spéciale, tutelle coercitive. La tutelle générale, c'est quoi? Elle concerne potentiellement tous les actes administratifs, donc vous pouvez les envoyer tous, mais dans la réalité, elle ne concerne qu'une série d'actes. Je ne vais pas vous donner les matières ici, mais voilà, il y a une série d'actes qui sont obligatoirement soumis à la tutelle générale, et si vous en envoyez d'autres qui ne sont pas dans cette liste-là, en général, la tutelle, ils vous renverront. Mais donc, théoriquement, tous les actes sont potentiellement soumis à la tutelle, mais une partie d'entre eux, pour certaines matières, sont obligatoirement transmissibles à la tutelle générale. Et que fait la tutelle générale? Elle regarde évidemment si la décision est conforme à la loi et ne blesse pas l'intérêt général. Et puis, si c'est le cas, s'il y a un problème, elle décide d'annuler l'acte. Ça veut donc dire que, de manière très simplifiée et théorique, et ce que je vais dire ici n'est pas totalement 100% exact, que les puristes ne m'en veuillent pas, mais c'est pour bien vous faire comprendre et ne pas rentrer dans les détails. Quand la décision est prise, elle est directement applicable, moyennant au moins une notification, et elle est transmise à la tutelle qui décide d'annuler. Mais à ce moment-là, à partir du moment où la décision est annulée, elle n'existe plus. C'est comme si elle n'avait même jamais existé. Et donc, entre-temps, entre le moment où la décision a été prise et le moment où la tutelle annule, la décision a quand même existé et peut-être a-t-elle produit des effets de droit, ce qui entraîne que vous vous retrouvez dans une situation un peu compliquée. Et donc, raison pour laquelle il vaut toujours mieux attendre que la tutelle ait fait son travail avant de faire entrer en vigueur la décision, même si ce n'est pas obligatoire nécessairement. Vous pouvez prendre une décision le 1er février, la transmettre à la tutelle, mais la faire appliquer dès le 1er février. Évidemment, le problème, c'est que si le 28 février, la tutelle a annulé votre décision, vous vous retrouvez un peu dans une situation complexe. Je vous attire votre attention également sur le vocabulaire. Il s'agit d'une annulation. Lorsque nous avons vu les modes de disparition de l'acte administratif, on avait évoqué l'abrogation, le retrait. Je ne vous rappelle pas ce que c'est, vous irez voir dans les notes de cours. Mais également l'annulation, et j'avais bien précisé à l'époque que l'annulation est un acte qui émane d'une autorité supérieure. C'est le cas ici. La tutelle décide d'annuler l'acte. Ce n'est pas l'abroger ni le retirer, c'est une annulation. Voilà, ici la tutelle générale qui décide d'annuler une décision qui a été prise. Première forme de tutelle. Deuxième forme, la tutelle spéciale pour une série d'autres actes que vous verrez dans d'autres cours, où là, en fait, la différence, c'est que vous prenez la décision, mais vous devez la transmettre à la tutelle et votre décision ne pourra être applicable qu'après approbation de la tutelle. Autant pour la tutelle générale, vous pouvez la faire entrer en vigueur tout de suite, autant là, vous ne pouvez pas. Donc, vous devez avoir l'approbation de la tutelle, l'accord de la tutelle, pour faire entrer en vigueur votre décision. Il y a certains types d'actes qui sont obligatoirement soumis à tutelle d'approbation, les budgets par exemple, modification de statut me semble-t-il, les taxes, c'est la tutelle spéciale. Enfin, tutelle coercitive, ça arrive rarement, mais bon, voilà, en tout cas de manière grave, c'est contraindre l'autorité décentralisée, donc, qui n'aurait pas respecté ses obligations à le faire. Imaginons une commune où les mandataires deviennent fous, c'est un
peut arriver, et où il décide de ne pas faire de budget, mais pourtant le budget est obligatoire, et donc il se peut qu'à un moment, la tutelle intervienne pour obliger la commune à malgré tout faire un budget, et si elle ne le fait pas, y envoyer un commissaire spécial qui le fera à sa place et à ses frais. Bon, ça n'arrive que rarement, voire même jamais, mais ça pourrait arriver, c'est en tout cas prévu par la loi. Donc voilà, pour ce qui concerne le contrôle politique, contrôle administratif, hiérarchique sans doute, mais surtout contrôle de tutelle, dont il faut bien comprendre tout l'intérêt, en tout cas tout le danger, et bien l'intégrer également dans la planification de votre dossier. J'en arrive au recours. Là, c'est quand ça se passe moins bien. La décision a été prise, elle a été publiée, elle a été, même avant, contrôlée par la tutelle, il n'y a pas de problème, elle est d'application, mais boum, hein, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui introduit un recours. Ça peut arriver, bien entendu. On est donc là vraiment dans l'après. Hein. C'est après la décision, c'est vraiment les éléments qui se passent bien plus tard, parfois. Et donc, les recours, ils sont de trois types. Il y a les recours politiques, les recours administratifs et les recours juridictionnels. Le premier recours politique, je ne l'ai même pas indiqué dans le PowerPoint, c'est vraiment pour mémoire, c'est le recours auprès d'un mandataire qui va vous demander est-ce que vous pourriez réexaminer la situation de monsieur ou machin. Bon, voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est simplement, mais il est dans son droit, encore une fois, hein, le responsable politique. Et donc voilà, je l'ai indiqué pour mémoire, ce qui compte surtout dans notre cours, c'est le recours administratif et le recours juridictionnel. Le recours administratif, il est prévu par la loi, normalement. C'est en tout cas, enfin, il y a soit ceux qui sont prévus par la loi, soit ceux qui ne sont pas prévus par la loi, exactement. C'est un recours qui a lieu en interne à l'administration. Alors, soit il est organisé par la loi, et dans ce cas-là, il y a une procédure à suivre. Soit il n'est pas organisé par la loi, et là, c'est ce qu'on appelle le recours gracieux. Et là, c'est un peu le même principe que pour le recours politique. La personne concernée vous demande à l'autorité, moyennant certains arguments, est-ce que vous ne pourriez pas revoir ma situation parce qu'il y a ça et ça en plus ou en moins, et que donc votre décision me met en difficulté, est-ce que vous pourriez éventuellement revoir votre décision en la matière? Alors l'autorité dit oui ou dit non, et en fonction, vous agissez. Là, c'est le recours non organisé, gracieux, mais qui n'a pas d'existence légale. C'est-à-dire que le délai de recours au Conseil d'État, qui est de 60 jours, court pendant ce temps-là. Donc, il ne pourra pas dire j'ai demandé à l'administration qu'on examine mon cas, ils n'ont pas répondu avant 75 jours, donc j'introduis le recours maintenant au Conseil d'État. Ce n'est pas possible. Le recours court dès la décision, dès la notification de la décision. À côté de ça, il y a les recours donc, administratifs organisés qui sont obligatoires. Exemple le plus régulier, c'est dans l'urbanisme. C'est pour vous donner un exemple. Hein. Lorsque une décision a été prise pour octroyer ou refuser un permis d'urbanisme, le recours, ce n'est pas directement aller au Conseil d'État. Il existe, de par la loi, une chambre de recours, une commission d'avis sur les recours, etc., toute une procédure qui existe pour prendre une décision en interne à l'administration que le ministre, d'ailleurs, prend concernant votre dossier. Donc, vous avez introduit un dossier, la commune qui délivre le permis a dit non, vous n'êtes pas d'accord, vous allez en recours, et le ministre, au final, vous dit oui ou vous dit non. Mais bon, voilà, il prend une décision sur recours. C'est un recours donc clairement organisé par la loi, parce que c'est comme ça que c'est indiqué dans la loi. Et donc, il est obligatoire. Il n'est pas question de suivre un autre chemin et d'aller directement au Conseil d'État, puisque c'est organisé par la loi, c'est obligatoire. Et si ça ne marche pas, si vous n'êtes toujours pas d'accord avec la décision du ministre, vous pouvez alors aller vers le deuxième volet, qui sont les recours juridictionnels. Je vous cite l'exemple de l'urbanisme, mais en matière disciplinaire, c'est un peu pareil. Je pense qu'il existe des recours aussi pour certaines sanctions disciplinaires, pas toutes. Il y a des chambres de recours, c'est pour les enseignants, par exemple. Et puis, si vous n'êtes toujours pas d'accord avec la décision qui a été prise par le recours, là, vous pouvez aller vers le volet juridictionnel. Alors, le recours juridictionnel, c'est donc le recours à un juge administratif ou juge judiciaire, puisqu'il y a deux volets là aussi. Mais le juge, qu'il soit administratif ou judiciaire, ça on vous le répétera de très nombreuses reprises pendant vos cours de sciences administratives, le juge, il ne juge pas de l'opportunité. Il ne va pas dire la commune ou monsieur a raison ou a tort. Il va examiner la légalité de la décision et la proportionnalité de la décision. Il va examiner si effectivement vous avez bien respecté les formes,
que votre motivation est adéquate, je vous renvoie à ces notions vues précédemment, si la légalité interne et la légalité externe de l'acte sont respectées, là aussi je vous renvoie à ces notions, vous voyez, tout est lié. Et si la procédure a été respectée, bref, voilà, si tout a été fait correctement et si la décision est proportionnelle. On a déjà vu cette notion-là aussi dans la légalité interne de l'acte. Mais donc, le juge ne va pas dire, bah, oui, finalement, vous avez raison, vous avez tort. Ce n'est pas Salomon, le juge. C'est quelqu'un qui examine la légalité, la proportionnalité de la décision. Et donc, deux types de juges, deux types de recours juridictionnels vers le juge judiciaire ou le juge administratif. Alors, le juge judiciaire, il va intervenir dans les conflits qui mettent en cause le droit subjectif, alors que le juge administratif, il va intervenir dans les contentieux objectifs. C'est quoi la différence entre les deux? Le contentieux subjectif, c'est celui qui concerne le sujet, donc la personne, le demandeur, la personne visée par la décision. C'est sa situation personnelle qui est en jeu. C'est ses droits, en particulier les droits civils, qui auraient ou n'auraient pas été respectés. Si vous êtes en conflit avec votre employeur, que vous êtes contractuel, c'est un droit subjectif que vous avez si vous estimez que votre droit a été lésé. Et donc, ce sera devant le juge judiciaire que vous interviendrez parce que ce qui est en cause, c'est votre situation personnelle au regard d'une décision qui a été prise à votre égard. En espèce, le contrat de travail qui vous touche, vous, personnellement. Et donc, il s'ensuit que la décision qui sera prise concernera le sujet uniquement, donc la personne qui a introduit le recours devant le juge judiciaire. Et donc, cette décision ne vaudra que pour lui. Toutes les personnes qui seraient dans la même situation doivent introduire un recours judiciaire de la même nature. Exemple qu'on connaît pour le moment, vous avez peut-être suivi ça, moi de très loin, mais des personnes qui sont au tribunal pour contester la décision du gouvernement wallon de restreindre les primes en matière de panneaux photovoltaïques. Je ne connais pas le dossier sur le fond, mais voilà, les personnes sont opposées à cette décision parce qu'ils perdent de l'argent. Mais ils sont 19 000. Donc, ils sont 19 000 à faire un recours devant le juge judiciaire parce que s'ils veulent éventuellement avoir raison et récupérer une partie de leur argent, ou en tout cas des indemnités, ben, ils doivent avoir fait la démarche vis-à-vis du juge. Le juge va examiner situation par situation. Enfin, j'imagine que dans les 19 000, il y a à peu près les mêmes partout. Mais, donc, il va prendre en considération chacune des personnes et il va prendre une décision qui vaudra pour chacune des personnes qui a introduit leur cours. Ça, c'est dans le cadre de droit subjectif. Ça concerne le sujet de droit, donc la personne. Le recours administratif, il ne concerne pas le sujet, mais il concerne l'objet. C'est le contentieux objectif. Et l'objet, c'est la décision. C'est-à-dire le règlement administratif, la décision telle qu'elle a été prise, mais sur la base administrative. Il s'agit ici de faire disparaître l'acte administratif en lui-même qui serait créateur ou qui léserait certains droits. Alors, du coup, la décision qui sera prise va avoir un effet pour toutes les personnes qui sont concernées par ce règlement, par cet acte administratif. Donc, ce qui va être annulé là-bas, c'est l'acte administratif en lui-même. Et donc, la principale instance de recours administratif, vous en avez déjà entendu parler, c'est le Conseil d'État, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi un recours administratif qui existe pour les étrangers, le Conseil du contentieux des étrangers, etc. Il y en a d'autres. Mais la principale est effectivement le Conseil d'État. Alors, je vous signale pour information que le Conseil d'État est composé de deux sections, une section législation qui examine on va dire la validité, ou qui donne un avis sur certains projets de loi ou de décret, et la section contentieux administratif qui, justement, traite donc des litiges entre l'administration et les administrés, mais sur un texte, pas sur une décision qui concerne une personne en particulier, et qui peut donc aboutir à l'annulation ou la suspension de certains actes administratifs. On en arrive à la toute dernière partie de notre cours qui concerne la gestion documentaire et l'archivage. Je vais passer assez rapidement sur cet aspect des choses, parce que vous avez l'explication dans le syllabus, c'est qu'elle n'appelle pas beaucoup
de précision à apporter. Sachez simplement que la nature du classement, c'est de nous faire gagner du temps. Alors, c'est une partie du dossier qui n'attire pas toujours notre attention, en tout cas qui ne requiert pas toujours notre attention. On n'y prête pas beaucoup d'intérêt, mais c'est pourtant essentiel. On passe tous beaucoup de temps, et moi aussi, hein, je ne suis pas meilleur que les autres, on passe tous beaucoup de temps parfois à chercher des documents. En plus, ça met une mauvaise humeur parce qu'on ne les trouve pas tout de suite. Et c'est une perte d'efficacité au final. Donc, la nécessité d'avoir un classement efficace est un gage d'efficacité et de bien-être au travail. J'attire votre attention sur la différence entre la notion de classement et de rangement. Le rangement, c'est l'opération physique, hein, c'est mettre la feuille dans une farde, la farde dans un classeur et le classeur dans une armoire. Le classement, c'est l'opération intellectuelle qui consiste à organiser un plan qui permette de retrouver facilement ces documents, de retrouver ces jeunes, quoi, si vous voulez. C'est l'organisation rationnelle des documents. Alors, il y a différents modes de classement, je les cite ici dans le PowerPoint, vous avez une explication pour chacun d'entre eux, je pense que vous aurez compris de quoi il s'agit. Ce qui est important également, c'est de pouvoir faire des liens entre le classement physique et le classement informatique. C'est toujours très important parce que quand on a deux classements différents, ben parfois, on n'a pas toujours les bonnes versions des documents et ça peut poser problème. C'est bien d'avoir une version intégrée. Il existe aujourd'hui quand même de plus en plus d'outils qui permettent d'avoir une gestion intégrée des documents écrits, des documents numérisés. Je pense qu'on évolue de plus en plus vers là. Et en tout cas, dans les communes, c'est une manière de gagner du temps, de l'espace et de l'efficacité qui n'est pas à rejeter. Voilà, je ne vais pas insister davantage sur cet aspect de classement et notamment sur les différents types de classement. Je pense que c'est assez parlant en soi et qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à apporter, si ce n'est que l'important, c'est d'avoir une technique et de la garder et que cette technique soit accessible. On n'est pas obligé d'avoir un code aussi compliqué que le code nucléaire pour retrouver un document. Vous n'êtes pas non plus propriétaire de ces documents, donc les autres personnes doivent pouvoir s'y retrouver dans votre classement. Et rappelez-vous que, de manière générale, la simplicité est sans doute la meilleure voie à suivre pour pouvoir avoir un classement efficace. Et puis je termine sur la notion d'archivage. Alors si on ne prête pas beaucoup d'attention au classement, on prête encore moins à l'archivage. L'archivage, c'est une opération qui consiste à mettre des documents dans des caisses, les mettre en bas dans la cave et qu'on ne les retrouve plus jamais. Dans l'esprit de beaucoup, c'est ça. Je peux le comprendre, hein, c'est pas ce qui nous tracasse le plus, mais néanmoins, les archives ont une valeur légale. Ça n'est pas rien non plus, ce n'est pas des documents qu'on peut jeter. Gérer les archives, c'est une obligation qui revient au collège communal sur la base du CDLD. Il y a une loi d'ailleurs qui existe concernant les archives. Nous sommes des producteurs d'archives en tant qu'agents administratifs, et certaines d'entre elles ont une valeur probante. C'est-à-dire que, encore une fois, le permis d'urbanisme qui a été octroyé en 1973, je veux dire il y a 48 ans de cela, on s'en fiche un peu, sauf que ça peut devoir à un moment donné ressortir pour les héritiers, pour qui que ce soit. Enfin bref, à un moment donné, ce qui a été pris comme décision reste valable. La décision de 1973 d'octroyer un permis, elle reste valable. On n'avait pas fait un permis comme ça. Il y a d'autres, je pense évidemment aux actes d'état civil, là c'est encore plus évident, et d'autres décisions qui, au fil du temps, continuent à avoir une force probante, une valeur légale, et qu'il faut donc conserver. Je vous ai mis en annexe 6 du syllabus, un tableau, je crois, qui reprend une série de documents qu'il est utile de conserver pendant un certain nombre d'années, qui conservent une valeur probante pendant certaines années. Je vous renvoie à cette annexe 6 pour avoir plus d'informations. C'est pour votre information, évidemment. Je ne vous demanderai jamais à l'examen combien de temps il faut garder un ticket de caisse. L'archive a également valeur pour la transparence de l'administration. Les archives sont comme les documents administratifs. Tout le monde peut y avoir accès sur demande et vous devez être en mesure de pouvoir transmettre l'information qui est en archive. Et enfin, c'est une trace du travail de l'administration, une valeur historique, scientifique ou cas échéant légale, qu'il est important de conserver. Alors, les archives sont réglementées, donc on ne peut pas jeter ça comme on veut. Il y a des règles qui existent. Lorsque vous voulez faire de la place dans votre cave, vous avez le droit de le faire, mais avant, il faut l'autorisation du responsable des archives générales du royaume qui viendra vous dire ça vous pouvez jeter, ça vous pouvez garder. Il y a des règles qui existent, donc il faut simplement savoir qu'elles
elles existent et y être attentif. Et voilà ce qui met fin à notre présentation en version différée, j'ai envie de dire. J'espère que vous avez pu apprécier l'ensemble des matières que nous avons vues au sein de ce cours. L'ensemble des notions du syllabus ont donc été vues. Nous avons pu faire un exercice qui nous a tenu jusqu'à la décision. On aurait pu aller plus loin en matière de contrôle de recours concernant notre exercice, mais malheureusement, les conditions ne nous le permettent pas. J'espère qu'en tout cas, ça vous a permis de pouvoir concrètement mettre en œuvre les différentes notions que nous avons vues. Voilà, bien entendu, j'imagine qu'il y aura des questions et pour cela, je me tiens à votre disposition le 22, comme on l'a bien précisé, 22 février. Et puis, il y aura l'examen qui est prévu au mois de mars. Je n'ai pas la date exacte sur moi, mais vous l'avez eu, je pense. Ça doit être le 12 mars ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore préparé les questions, je ne vous le cache pas, mais rassurez-vous, traditionnellement, ça ne se passe pas trop mal et il n'y a jamais très rarement des difficultés. Il y en a toujours évidemment, mais à partir du moment où vous avez bien suivi le cours et que vous avez bien compris les notions fondamentales, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés. Je vous demande évidemment pas des questions théoriques, je vous demande plutôt un exercice pratique. Alors, je ne vais pas vous demander de faire une délibération, rassurez-vous aussi, c'est plutôt des petits exercices pratiques. Et pour l'épreuve que vous devrez subir, donc pour l'examen, vous aurez accès à tous vos documents. Donc, vous pourrez travailler avec votre syllabus, avec le PowerPoint, avec tout ce que vous voulez, puisque je vous les ai donnés autant qu'ils servent. J'espère qu'ils ne serviront pas que pour l'examen, qu'ils vous serviront plus tard aussi. En tout cas, vous aurez accès à tout ce que vous souhaitez pour pouvoir réaliser cet examen. Mais je suppose que vous aurez l'occasion de me poser des questions à ce sujet-là la semaine prochaine. Et donc, d'ici là, je vous souhaite un bon travail et je vous retrouve le 22 comme convenu. À bientôt.